Éric Vève est notre invité aujourd'hui sur Info 14 pour ce nouveau numéro de Portrait de campagne. Éric Vève, vous êtes candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains dans le Calvados. Sur la première circonscription, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? C'est une circonscription dans laquelle je vis, dans laquelle je travaille également, que je connais bien, que j'aime. Et j'ai été le suppléant de Philippe Duron pendant les 5 dernières années. Je connais tous les projets des communes pour avoir rencontré l'ensemble des maires de la circonscription. C'est une circonscription que j'ai envie d'aider à se développer. Et c'est la raison pour laquelle je me suis présenté, tout simplement parce que c'est la continuité logique de mes mandats, des mandats que j'ai exercés à la ville de Caen, à l'agglomération, au département et en tant que suppléant Philippe Duron. Alors justement, on va parler de vos mandats, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore tout à fait, Éric Vève, votre historique en politique et votre expérience en général. Alors je suis avocat, j'ai 48 ans, marié, père de 3 enfants. Mon expérience est la suivante, je suis d'abord et avant tout un homme de terrain. Un terrain que je laboure depuis près de 10 ans, je suis rentré en politique comme militant au début des années 90, mais j'ai surtout fait de la politique au sens noble du terme en devenant élu à partir de 2008 à la ville de Caen et au département. Première élection, réélu à la ville de Caen mais dans l'opposition cette fois-ci en 2014, réélu en tant que conseiller départemental en 2015 dans un contexte national pas facile, et puis suppléant du député Philippe Duron en 2012. Mon parcours, c'est un parcours de quelqu'un qui s'engage au service des autres sur des combats tels que la Caserne Canada, tels que le maintien du Collège Lemierre, contre le projet de la place de la République de centre commercial. C'est le combat de quelqu'un qui mène des projets lourds, tels que le projet tramway que j'ai initié, celui qui va voir le jour en 2019, mais aussi le fait de soutenir la création d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est cela mon engagement, un engagement de tous les jours aux côtés de mes concitoyens et sur des choses très concrètes qui ont des impacts sur l'emploi, le pouvoir d'achat, la solidarité, l'éducation, la jeunesse, etc. Alors sans être égocentrique, qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat? Alors je pense être le candidat le plus à même d'être député demain pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je tiens à le préciser, je tiens à être aux côtés de mes concitoyens. J'ai démontré que j'étais au cours de ces dernières années un élu de terrain. Et il faut avoir un député qui a démontré par le passé sa capacité à être tout le temps sur le terrain pour être au contact des réalités et des concitoyens. Deuxièmement, il faut aussi un député qui soit en capacité de porter des projets lourds, parce qu'il va y en avoir des projets lourds au cours de ce quinquennat. J'entends m'inscrire dans la majorité présidentielle, même en tant que député socialiste, parce que je considère qu'on a une responsabilité historique aujourd'hui, celle de nous rassembler, d'être intelligent, d'être constructif et ne pas être dans les divisions incessantes. Et donc les projets que j'ai portés au cours de ces dernières années ont démontré ma capacité à porter des projets lourds. Et puis, en même temps, on a besoin de députés qui sachent défendre les intérêts des habitants. Parce qu'on sait très bien que sur un mandat de 5 ans, il peut y avoir des mauvais coups. Typiquement, il y a quelques années, il y avait eu la fermeture du 18e régiment de transmission à Bretteville-sur-Odon. Philippe Duron s'était beaucoup battu pour le maintien. On sait la suite. Mais toujours est-il que il peut y avoir des mauvais coups comme ça. Il faudra se battre par exemple pour la gendarmerie de Tilly-sur-Seulles au cours de ces prochaines années, puisque Bernard Cazeneuve avait pris l'engagement de la maintenir jusqu'à l'issue du mandat présidentiel de François Hollande, mais maintenant que les cartes vont être rebattues, il va falloir monter au créneau. Donc au cours de ces dernières années, j'ai montré ma capacité à m'engager sur des sujets très lourds pour les habitants, la Caserne Canada, etc. C'est ce que j'ai rappelé. Alors qu'avez-vous envie de faire bouger, en tout cas, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quelles sont vos priorités? Alors l'emploi, évidemment, la première priorité c'est l'emploi, parce que même si les choses se sont un petit peu améliorées au cours de ces dernières années, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore au chômage ou dans des situations extrêmement précaires. On le voit depuis quelques années, la plupart des emplois, ce sont des emplois précaires. 2015, 22 millions de contrats signés, 20 millions d'emplois précaires. Donc on voit bien qu'il y a un besoin à la fois de stabiliser
l'emploi sur des contrats de durée indéterminée et en même temps de créer davantage d'activités et d'emplois. Deuxièmement, c'est le pouvoir d'achat. Parce que dans ce pays-là, il y a beaucoup de gens qui sont étranglés, qui d'abord ont beaucoup de taxes à payer, beaucoup de charges à payer également, et qui ne s'en sortent pas. Vous savez, quand vous êtes à 1 200 € par mois, et que vous avez à peu près les 600 € de dépenses contraintes, c'est-à-dire qu'il vous reste une marge de manœuvre de 600 € pour payer tout le reste pendant le mois. Eh bien, ça c'est quelque chose, je dirais, qui est assez lourd à porter pour des familles qui se demandent déjà au 15 du mois comment elles vont faire pour faire tourner la marmite pour les enfants, pour le foyer. Et là-dessus, alors sur l'emploi, ce que je dis par exemple, c'est qu'il faut baisser les cotisations patronales et l'impôt sur les sociétés, mais en contrepartie de la création d'emplois. Donc il faut qu'il y ait un accord gagnant-gagnant, en quelque sorte. Par ailleurs, il y a des grands plans de formation à engager, en particulier au profit des jeunes et des chômeurs de longue durée. Également des projets qui doivent être destinés aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce qu'on sait bien que là se concentrent beaucoup de difficultés sociales et beaucoup de chômage. Donc j'ai envie de dire que les 3 priorités, ce sont celles que je viens d'énoncer. Et sur le pouvoir d'achat, je suis favorable à la proposition faite par Emmanuel Macron de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, ou encore de revaloriser l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse de 100 €, mais il y a beaucoup d'autres mesures à faire, telles que la baisse des cotisations sociales pour les salariés qui touchent de faibles salaires, ou encore la revalorisation de la prime d'activité. Ce sont des choses concrètes qui peuvent permettre de donner un petit peu d'oxygène aux personnes qui ont de faibles revenus. Alors, au hasard de vos rencontres sur le terrain, vous venez de le dire, mis à part l'emploi, le pouvoir d'achat, y a-t-il des thèmes récurrents qui vous reviennent aux oreilles de la part des gens que vous rencontrez ? Des soucis, des inquiétudes? Oui, alors l'éducation beaucoup. Il y a une crainte de la part d'un certain nombre d'électrices et d'électeurs que j'ai pu rencontrer sur la question des rythmes scolaires. L'avenir des rythmes scolaires, parce que on voit bien que ici et là, on a une loi qui a été appliquée sur tout le territoire, mais pas forcément de façon égale, puisque il y a beaucoup de diversité et beaucoup d'inégalités en termes de qualité des activités périscolaires dans les communes. Emmanuel Macron a proposé une certaine liberté au profit des communes sur ce sujet-là, mais on sent bien que les gens sont attachés malgré tout à ces activités périscolaires pour leurs enfants, et donc il va falloir être assez vigilant. Et de la même façon aussi sur des sujets comme la réforme du Code du travail, où on sent de la part de beaucoup de personnes des craintes, et donc le besoin d'être rassuré sur ce qui sera dans la réforme du Code du travail pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant finalement, parce que cette réforme, elle devra aboutir à plus d'emplois et pas à plus de précarisation. Un mot sur la sécurité, c'est une inquiétude aussi de leur part? Oui, bien sûr, parce que la montée du terrorisme depuis 2 ans déjà, et donc la nécessité à la fois d'embaucher 10 000 policiers et gendarmes, mais aussi de renforcer les moyens du renseignement, qui ont été affaiblis dans le quinquennat de 2007 à 2012, et donc il faut renforcer ces moyens du renseignement. Et puis j'ai envie de dire, mention spéciale aussi sur les sapeurs-pompiers, parce que c'est un dossier que je connais bien et qui me tient à cœur. Et donc il y a un certain nombre de sujets techniques sur lesquels les sapeurs-pompiers nous attendent au tournant et sur lesquels il faudra travailler. Alors on va permettre maintenant, Éric Veff, si vous voulez bien, à nos web spectateurs de faire plus ample connaissance avec vous. Quels sont vos centres d'intérêt? Alors mes centres d'intérêt... Ils sont divers? Alors ils sont divers, effectivement. J'aime beaucoup lire. Je suis un grand amateur des romans de Romain Gary, par exemple. J'aime courir. Je fais un peu de course à pied quand j'en ai le temps, et j'habite dans un endroit où on peut s'adonner à ce type d'activité. Le tennis également. Et puis après, j'aime bien me rendre au théâtre, au cinéma, et puis parfois de bonnes soirées en famille, ça fait du bien aussi, parce que la famille c'est quand même la branche sur laquelle on est assis, et ça fait du bien de se reposer un peu sur la branche qui est la nôtre,
dans certains moments. Ça doit être des moments pas forcément évidents pour votre famille, votre femme et vos enfants. Justement, comment arrivez-vous à concilier cette vie familiale, votre vie professionnelle, cet engagement politique? Faut jongler. Est-ce que 24 heures sont suffisantes? Non, parfois on aimerait bien que les journées fassent 36 heures. Je dois travailler à peu près 75 à 80 heures par semaine. Et sur ces 75 à 80 heures, il y en a à peu près, je dirais, une bonne moitié, 2 tiers qui sont consacrés à mon cabinet, puisque je suis avocat. Et puis un bon tiers restant à mes activités d'élu pour l'instant. Mais sous la mandature précédente, c'était les 3 quarts pour mes activités d'élu, mes fonctions d'élu, et puis le reste pour mon cabinet. Et puis je travaille en fait à peu près de 8h30 jusqu'à 23h30 le soir avec de courtes pauses. J'ai bien compris que je pouvais aussi exploiter les moments du déjeuner et du dîner. Et puis pour retrouver ma famille, c'est essentiellement le dimanche pendant quelques heures l'après-midi, et puis les moments sportifs le dimanche matin. Vous avez coché sur votre agenda dans les semaines qui viennent un break avec votre épouse, un voyage, ça doit peut-être lui faire envie aussi. Je crois qu'après le 18 juin, il faudra se retrouver. Qu'est-ce qui vous a motivé, Éric Vève, dans le choix de votre suppléant? Pourquoi Martine Denis? Martine, c'est d'abord une femme très humaine, très douce, et en même temps au contact des gens du terrain. Une femme qui a mené une campagne déjà difficile dans le canton de Caen 1. C'est une femme qui a de grandes valeurs, c'est une femme de gauche, progressiste en même temps, une professeure de français au lycée Charles de Gaulle. Donc au contact de la jeunesse, et la jeunesse on sait que c'est un sujet important dans notre pays. Elle a des tas de qualités qu'il serait très long de décrire, mais c'est une femme, je dirais, très humaine et très simple d'accès. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai proposé d'être ma suppléante. Alors on parle qualité, on va terminer cet entretien là-dessus, Éric Vève, si vous voulez bien. Quelle est selon vous votre principale qualité? C'est difficile de le dire. En tout cas, comment les autres vous la définissent, à défaut de vous de la situer? Alors je dirais que les gens me qualifient comme un citoyen en action. Et c'est le slogan de ma campagne. Je suis un citoyen en action. C'est-à-dire que ma vie, c'est un engagement. Et c'est petit? Ah oui, depuis tout petit. En fait, je racontais cette anecdote l'autre jour lors de l'inauguration de mon local de campagne. Je m'intéressais déjà à la chose publique quand j'avais 5 ans et demi, au moment des élections présidentielles. Mes parents votaient François Mitterrand et je voulais leur donner un coup de main. Et j'invitais les gens qui étaient dans les bus et dans le métro, il faut le faire quand même pour quelqu'un qui s'est retrouvé président du syndicat de transport par la suite, à voter pour François Mitterrand. Et j'ai envie de dire que j'ai une certaine facilité de contact et d'accès, quelqu'un de relativement simple, pas très compliqué. Vous aimez expliquer les choses? J'aime expliquer les choses, j'aime convaincre également, c'est aussi mon métier, mais d'abord et avant tout j'aime faire. C'est ça qui m'intéresse, c'est faire. Faire. Donc et inversement, Éric Vève, quel est selon vous votre principal défaut? Ou en tout cas ceux que vos proches vous prêtent? Alors, je vais dire quelque chose qui renvoie à une qualité, parce que la gentillesse, je suis quelqu'un de gentil, c'est indéniablement, je pense, une qualité, mais ça peut être un défaut quand on fait de la politique. Vous le ressentez vraiment, ça? Je pense que parfois c'est quelque chose qui peut se retourner contre moi, mais je préfère être comme je suis. Alors on termine, vraiment, cette fois-ci. Quel est l'état actuel de votre esprit à l'abord de cette campagne? Je veux convaincre, être au contact de mes concitoyens, et je suis relativement confiant, et en même temps je leur dis, si vous voulez qu'un candidat de gauche et porteur de valeurs de progrès soit au deuxième tour, pour travailler avec la majorité présidentielle, être dans la majorité présidentielle, j'invite en fait les électrices et les électeurs à voter pour moi. Serein, confiant? Je suis prudent, j'ai toujours été prudent, jamais confiant, jamais dans le pessimisme. En fait, je prends chaque jour comme il vient, et j'avance. En fait, c'est ça mon état d'esprit. Je considère qu'il faut être
un bon Normand en fait dans cette élection, il faut être prudent d'abord et avant tout et savoir convaincre et être sur le terrain. Vous faites bon courage. Merci beaucoup.